autre question. Être un éco-citoyen, n'est-ce pas ça l'avenir que nous devrions donner à nos jeunes générations pour la construction d'une nouvelle société durable et égalitaire? Là, je me tourne peut-être vers vous, Éric Gilliardi. C'est évidemment ce que vient de dire Monique Dupuis et fait sens pour cette question. Un éco-citoyen a des définitions variables aujourd'hui. Chacun a sa vision et l'idée d'un enseignement où on partage, on co-construit, c'est d'arriver à collectivement savoir ce qu'on appelle un éco-citoyen. Et donc c'est vraiment, je pense que oui, bien sûr, mais les mots et ce qu'on construit ensemble a une importance. Et je pense tout l'enjeu de cette éducation, et chacun à sa place, hein, comme l'ont rappelé à la fois Valérie et Monique, de construire ensemble ce nouveau récit. Les scientifiques ont une part, mais elle s'arrête assez rapidement. Ensuite, et sur les sciences des humanités, comme on disait, le système éducatif, les enseignants ont une autre part. Ils savent comment transmettre, dans quel ordre apporter les notions, ce que nous, scientifiques, on ne sait pas faire auprès des jeunes. Donc, former des éco-citoyens, c'est ouvrir les enfants à toutes ces dimensions, à ce travail collaboratif. Et c'est pas juste une incantation, c'est un gros travail, et c'est ce qu'on essaye de faire voilà, aujourd'hui et de façon plus large. Jean Jouzel, un mot? Oui, je crois que c'est aussi former ces jeunes à leur futur. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire que le réchauffement climatique, ce n'est pas son affaire. Et donc ces jeunes que nous formons aujourd'hui, que vous formez aujourd'hui, eh bien, dans leur vie professionnelle, dans quelques années, pourront faire quelque chose. Et c'est ça, être éco-citoyen. Être éco-citoyen, pour moi, c'est avoir une certaine continuité entre sa vie privée et sa vie professionnelle, puisque c'est quand même cela, c'est l'ensemble de ces activités. C'est sur la vie professionnelle est aussi extrêmement importante, me semble-t-il. Merci Jean Jouzel. Valérie Masson-Delmotte, merci d'être resté pour ces quelques minutes. Et après Monique Dupuis, Valérie Masson-Delmotte, autour du concept d'éco-citoyen, finalement c'est un concept très large. En fait, je pense que pour moi, à mon sens, hein, c'est être capable de s'interroger sur un choix ou une action et comprendre qu'elle aura des effets en cascade, directs et indirects dans d'autres dimensions. Et donc être capable de prendre en compte ces différentes dimensions, par exemple les différentes dimensions de la soutenabilité, quand on fait des choix personnels ou des choix collectifs. Et pour moi, à titre personnel, c'est me demander en permanence, est-ce que dans ce que je fais, je suis un bon ancêtre? C'est-à-dire, c'est regarder non pas les bénéfices éventuellement immédiats, mais les conséquences à plus long terme. Est-ce que ce que je fais contribue à poser les bases de quelque chose qui sera positif pour les jeunes générations d'aujourd'hui? Ou à l'inverse, est-ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être néfaste ou toxique à long terme? Monique Dupuis, pour compléter? Oui, je pense que c'est capable aussi de voir autre chose que soi-même. Ça revient à ça, mais d'être capable à la fois de se projeter, de comprendre ce qu'est l'autre, comment il peut, enfin voilà, de penser collectif et de se projeter dans le temps. C'est pas facile, hein, parce que ça nécessite de se projeter en plus dans quelque chose qu'on connaît pas bien. Enfin voilà, c'est important. Donc c'est le rapport à l'autre et le rapport aux échelles de temps. Et je pense que, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais ça me travaille, donc je préfère le dire, il y a un enjeu important aussi pour l'école à valoriser et à reconnaître les compétences transversales qui sont développées par les élèves. Il y a certes les savoirs, les savoir-faire, mais les compétences qu'ils font en s'impliquant dans des projets, en termes de prise d'initiative, en termes d'aptitude à travailler ensemble, etc. Il y a un enjeu fort aussi, et on y travaille. Enfin voilà. Merci. Et ça peut être en lien avec l'éco-citoyenneté, bien sûr. Alors, je prends une autre question. Continuez de poser toutes vos questions, tout au long de la journée d'ailleurs. Alors, c'est une partie de questions, parce que c'est quelque chose qui revient quand même beaucoup dans le débat public. La démarche scientifique n'a-t-elle pas été remise en cause suite aux derniers événements liés à la pandémie? Qui veut s'emparer de cette fenêtre qu'on va juste ouvrir, hein? Éric. Éric Gilliardi. Alors effectivement, la pandémie nous a donné un excellent des travaux pratiques, on va dire, sur comment l'expertise scientifique, le rôle des scientifiques est perçu et utilisé dans la société. Alors je pense déjà il faut distinguer la perception médiatique qu'on a eue du rôle des scientifiques de leur rôle effectif. Hein, comme toujours, il y a parfois un décalage. Et ça, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, les scientifiques ont une part de connaissances, j'aime pas le mot vérité, mais ils connaissent des faits, mais pas tout.
Et donc, de l'expertise, elle se co-construit. Ce n'est pas les scientifiques qui l'apportent. Et donc, dans le cas de la pandémie, il y a un conseil, il y a plusieurs conseils, il y a des scientifiques, mais il y a aussi la décision politique, les autres aspects, de maintenir l'école ouverte, etc. Donc, c'est décidé sous multiples contraintes. Donc, mais c'est pas pour dire que des gens utilisent ça pour dire bon la science, on la relativise. En fait, c'est la même chose qu'une opinion. C'est vraiment pas la même chose. Et c'est là où l'école a un rôle d'apprendre la démarche scientifique, qu'elle n'est pas, c'est pas une opinion ou des croyances. Il y a comment est-ce qu'on observe, on se pose une question, on teste une hypothèse, on fait une expérience concluante ou pas, on partage. Donc il y a vraiment une démarche scientifique qu'il faut apprendre pour pouvoir ensuite, quand on est citoyen, de bien remettre à leur place les informations qui viennent des scientifiques, qui viennent de ceux qui mettent en doute la science, puisqu'il y en a. On parlait des marchands de doute tout à l'heure, Valérie en parlait, ils sont très présents dans les réseaux sociaux ou ailleurs. Et puis aussi la parole politique. Quand par exemple, un personnel politique va nous dire, les scientifiques nous disent qu'il ne reste plus que 12 ans, que nous, en tant que scientifiques, disent attention, ce n'est pas écrit dans le rapport du GIEC. Oui, c'est-à-dire que c'est un choix politique de dire il nous reste peu de temps. Ce n'est pas un scientifique. Donc, la ligne, il y a une ligne de crête, mais l'apprendre à distinguer les deux, je pense qu'elle est vraiment importante. Valérie Masson-Delmotte, un mot sur la parole scientifique. On va remettre votre micro. Oui, voilà. 3 points par rapport à la pandémie. En fait, on a vu sur un virus nouveau, pas connu, on a vu finalement la science en marche. Ces balbutiements, des résultats préliminaires qui ont parfois été communiqués, et puis petit à petit, des connaissances qui ont été consolidées, des choses robustes. On a vu aussi des solutions, les vaccins, c'est formidable. On peut aussi en classe, par exemple, utiliser des petits capteurs CO2 qui permettent de mesurer la qualité du renouvellement d'air. Et les capteurs CO2, ça peut être aussi utilisé dans d'autres applications pour comprendre comment fonctionne le cycle du carbone ou autre. Donc je pense qu'il y a plein de liens qui peuvent être faits entre l'enseignement des sciences et cette situation de pandémie, avec même des petits travaux pratiques qui peuvent être extrêmement pertinents. C'est fait en Allemagne, c'est fait dans beaucoup d'autres pays, pour que les enfants soient eux-mêmes acteurs de la gestion de risque. Quand on ventile bien un espace clos, finalement, on diminue le risque fortement. Et la dernière chose, par rapport à cette pandémie, à mon sens, elle montre l'importance critique, mais vraiment critique, de renforcer l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre. C'est important pour les enjeux biodiversité, c'est enjeu pour des enjeux climat, des choses vitales pour nous, pour nos enfants. C'est aussi vital par rapport à des compétences sur des enjeux de santé, comme ceux qu'on a vus au cours de l'année dernière. Je suis désolée, mais ça a été le parent pauvre de la réforme du lycée. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener très vite sur le renforcement de l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre dans le paysage français. Merci Valérie Masson-Delmotte, Monique Dupuis et Jean Jouzel. Oui, alors je ne peux qu'être d'accord, étant issue du groupe SVT. C'est vrai que nous sommes sur des questions santé, d'environnement. Alors pour revenir à la question posée, je suis tout à fait d'accord avec Eric. Ce qui est remis en cause, je pense, c'est pas la démarche scientifique parce qu'elle n'est pas connue. C'est ce qu'on imagine, ce qu'on pense, ce qu'on reçoit de ce que la science dit et ce qu'on reçoit avec les filtres des médias, etc. D'où l'importance dans la formation des élèves de distinguer les registres, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, dans le programme de SVT, est clairement inscrit au programme le fait de différencier, de distinguer faits, opinions, croyances. Donc c'est un enjeu très très fort, mais c'est inscrit aussi dans le socle commun. Et puis on y contribue avec le développement de l'esprit critique, qui est quand même vraiment une préoccupation majeure maintenant, qui irrigue de plus en plus de champs disciplinaires, à la fois en transversal et dans les champs disciplinaires. Donc c'est un enjeu très fort, cette formation à l'esprit critique. Oui, par rapport au rôle du Conseil scientifique dans la pandémie, je pense intéressant de revenir à la mission du GIEC. La mission du GIEC n'est pas de faire des recommandations aux politiques, mais en gros de leur fournir les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Le GIEC ne fait pas de recommandations, il fait un diagnostic, et un diagnostic critique, et d'un côté, il y a donc la communauté scientifique, de l'autre, il y a les décideurs politiques, en premier lieu la Convention climat, pour ce qui concerne évidemment, et une décision politique, les décisions politiques sont très importantes. Nous souhaitons que les politiques s'appuient sur le diagnostic du GIEC, et c'est le cas.
Quand on parle de neutralité carbone en 2050, je rappelle toujours, et Valérie a été pour beaucoup, que cette neutralité carbone a vraiment été inscrite disons, dans le rapport 2018. Donc 3 ans après, il y a 130 pays qui ont mis à leur agenda cette neutralité carbone. C'est très important. Donc, je crois que dans le cas du GIEC, ça fonctionne bien, c'est-à-dire, bon, au moins dans les textes, peut-être pas de façon concrète. Et j'ai le sentiment que pour ce qui concerne le Conseil scientifique, il a joué son rôle. Les décisions politiques sont vraiment du ressort de l'exécutif, de l'Assemblée, donc c'est tout à fait normal. Je pense que ça fonctionne correctement et sur un schéma qui est un peu celui de la dualité entre le GIEC et, je dirais, la Convention climat. Merci. Alors, on va prendre une toute dernière question. Vous doutez bien, hélas, qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Mais néanmoins, on va faire cet effort tout au long de cette journée. Et merci de continuer à poser vos questions et même à témoigner, à illustrer également tous les sujets avec votre vécu, avec votre quotidien. Je prends une partie de questions. Non, d'ailleurs, je prends toute la question. Attention à ne pas rester uniquement dans un champ scientifique. L'expérience individuelle et proprioceptive est souvent aussi facteur de prise de conscience et de mise en pratique du changement. Comment les enseignants vont sortir de leur classe pour aller sentir le vivant? Monique Dupuis, peut-être? C'est vrai que vraiment, c'est un enjeu très fort de ramener, d'emmener les jeunes sur le terrain. Comme je disais tout à l'heure, la science, ça commence très tôt, ça commence par observer, décrire et s'interroger. Et cette dimension-là, on a eu tendance pendant un certain nombre d'années à leur soumettre des problèmes à résoudre. C'est bien quand ils arrivent à se les poser aussi eux-mêmes à partir de ce qu'ils observent, en mobilisant leur représentation. La dimension mobilisation des représentations, elle est essentielle. Donc effectivement, le contact avec le terrain pour identifier le fait qu'il y ait plusieurs éléments qui sont liés entre eux, pour ressentir, faire intervenir ses sens, du coup s'interroger, faire évoluer ensuite le questionnement avec l'aide de l'enseignant vers des questions de différents registres. C'est essentiel. C'est un enjeu très fort. Oui, disons, je pense que tout d'abord, le réchauffement climatique, qui est le cœur aujourd'hui de notre journée, est un peu restrictif. Ce qu'il faut prendre, c'est vraiment la transition écologique au sens large. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons tous. C'est très important. Et dans cette transition, je crois que ce n'est pas simplement un problème d'écologie, c'est bien sûr un problème économique, un problème social, sociétal, et aussi un problème culturel très souvent. Et par exemple, une des choses que je me plais à rappeler, j'ai vécu 10 ans au sein de la section environnement du Conseil économique, social et environnemental. Et évidemment, cette largeur du problème environnemental, il n'y a pas d'avis où on ne regarde pas les aspects économiques, les aspects sociétaux, les aspects culturels, est bien là. Et c'est vraiment cela qu'il faut prendre, toute la mesure, toute l'ampleur du problème. Ça va vraiment irriguer le développement de nos civilisations au cours des prochaines décennies au-delà. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte et qu'on invite évidemment les élèves c'est l'intérêt de la pluridisciplinarité. D'ailleurs, il faut vraiment voir ce problème du réchauffement climatique à travers beaucoup d'angles différents. Eric, on finira avec vous. Valérie Masson-Delmotte, comment encourager les enseignants à sortir de l'école? Et après, bon, une fois qu'ils veulent, il faut aussi qu'ils puissent sortir de l'école pour aller au contact du vivant. En fait, moi, je voulais juste partager une réflexion. J'ai beaucoup travaillé avec des collègues danois, en particulier sur des missions de terrain au Groenland. Et ce qui m'avait frappé, c'était le fait, au Danemark, d'avoir des écoles, en particulier maternelles, où les enfants sont tout le temps dehors, en fait, et des crèches, des écoles, où les enfants passent les premières années finalement de leur vie dans une sorte de parc, avec de la végétation, des insectes, de la manipulation possible, du sable, du sol. Et je me demande si c'est pas peut-être à cet âge très précoce de la vie que cette expérience est particulièrement importante pour développer des qualités d'observation qui sont peut-être plus difficiles à acquérir par la suite. Et donc de ce point de vue-là, moi j'ai pas de recommandations particulières, c'est pas mon domaine de compétence, mais peut-être ce serait intéressant de réfléchir
aux meilleures pratiques qui existent un peu partout. Donc j'ai cité cet exemple du Danemark, en plus un pays où les hivers sont froids et humides. Donc on voit que c'est pas un obstacle en fait, hein. On peut aussi donner des exemples de pays où les enfants sont très vite responsabilisés en pouvant se déplacer à vélo pour aller dans leur lieu d'école. Et le déplacement autonome à vélo permet d'observer aussi son environnement. Donc c'est pas le scolaire, mais c'est autour du scolaire. Le retour d'expérience que j'ai vu en Suisse et en Allemagne et aux Pays-Bas, c'est que ça fait des enfants qui sont eux-mêmes plus responsables, plus matures, plus autonomes que quand on les dépose à toute vitesse en voiture devant l'école. Et puis la dernière chose, c'est un retour d'expérience du côté de Singapour, où il y a eu par exemple des apprentissages faits, des formations d'enseignants, des enseignements faits devant des collégiens, et après une analyse du retour d'expérience et des compétences acquises ou des idées reçues fausses. Voilà, donc ce sont 3 exemples qui montrent à quel point la comparaison, le retour d'expérience d'autres pays peuvent vraiment aider à s'appuyer sur les meilleures pratiques. Merci Valérie Masson-Delmotte. Éric Giliardi, lourde tâche parce qu'on n'a quasiment plus le temps. Non, je voulais juste dire, bon, je m'associe complètement à ce qui vient d'être dit, le rôle de sortir de l'école. Hein, les exemples que Valérie donne, qu'on retrouve dans d'autres pays, sont clairement là. Pour les plus âgés, je pense qu'il est important aussi d'avoir en tête que l'école ne doit pas devenir une ONG, ni les enseignants et les élèves des militants ou des activistes. Hein. Il y a parfois, on demande beaucoup à l'école, ça doit rester un lieu de préservation de l'apprentissage. Et donc de sortir pour sortir, il faut que ce soit dans un cadre construit, ou de ramasser des papiers, etc. Donc je pense que c'est vraiment important, on en reparlera, que de cette préservation du lieu d'apprentissage, ou de ne pas trop faire peser sur les épaules, et aussi de ne pas faire trop d'attentes au niveau des élèves qui vont monter un projet, peut-être pas voir la fin du projet, mais ce n'est pas grave. Ils auront appris des compétences. Donc je pense qu'il faut vraiment aussi se distinguer, de ne pas trop demander à l'école à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci mesdames d'avoir été avec nous jusqu'au bout dans cette phase questions-réponses. Merci messieurs et on se retrouve d'ici quelques minutes pour un petit temps de pause et ensuite nous parlerons ensemble de savoir et enjeux éducatifs avec notamment Éric Giliardi. À tout de suite.